faire les choses que vous savez que vous ne devriez pas faire. Essayez de ne pas dire les choses que vous savez être fausses et observez ce qui se passe. Autant tenter le coup, non? Parce que vous vous dites, je suis prêt pour un an, je vais faire les choses correctement, puis je vais prendre du recul et regarder comment les choses se sont passées. Et peut-être que je reconsidère. Le ressentiment est une motivation humaine essentielle. Et je dirais que c'est un excellent professeur à écouter. Votre ressentiment est l'une des meilleures choses que vous puissiez avoir. Le ressentiment ne signifie qu'une chose: fermer sa gueule, grandir, arrêter de pleurnicher et faire avec. C'est une chose qui signifie que quelqu'un joue au tyran avec vous, peut-être même vous, et vous avez quelque chose à dire et à faire pour y mettre un terme. Et donc peut-être que le ressentiment peut vous montrer le chemin pour y arriver. Je deviens rancunier. La personne veut que les autres changent. Et si vous êtes rancunier, alors vos motivations ne sont pas dignes de confiance. En fait, elles sont très très sombres. Et que devriez-vous faire à la place? Comment traitez-vous votre propre ressentiment? Je dirais, eh bien, Solzhenitsyn, je suis un grand admirateur de cet écrivain, son livre, L'archipel du Goulag, est l'une des choses qui a fait tomber l'Union soviétique. Et il disait qu'un homme qui cessait de mentir pouvait faire tomber une tyrannie. Et il a dit que lorsqu'il était dans les camps du Goulag, il méditait sur la façon dont il était arrivé là, et qu'il avait eu une vie difficile. Je veux dire, tout d'abord, il était sur le front russe, au début de la Seconde Guerre mondiale. Puis, il a été jeté dans les camps du Goulag. Et ce n'était que le début de ses aventures. Il se disait, c'est quoi ce bordel? Comment suis-je arrivé ici? Qu'est-ce qui se passe? Et il avait Hitler et Staline à blâmer, non? Donc, si vous avez besoin de quelqu'un à blâmer, c'est très bien. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a dit qu'il a médité pendant un certain temps, après avoir réalisé qu'il avait peut-être quelque chose à voir d'une manière étrange avec la façon dont les choses ont tourné pour lui. Et il a dit qu'il a passé sa vie au peigne fin dans sa mémoire et s'est dit « Ok, où ai-je fait fausse route? Quand ai-je pris le chemin que je savais que je ne devais pas prendre? » Tu sais, parfois, tu ne sais pas si ce que tu fais est bon ou mauvais. C'est juste de l'ignorance, tu ne sais pas, mais parfois on le sait très bien. Et on fait ce qu'on sait qu'on ne devrait pas faire. Cela arrive très souvent. Et pourquoi faites-vous cela? Il y a toutes sortes de raisons. Mais vous savez certainement que vous le faites. Solzhenitsyn s'est demandé ce qui se passerait s'il prenait la responsabilité de l'endroit où il se trouvait, dans ce camp de concentration. Puis il a passé en revue toute sa vie et a essayé de trouver toutes les choses qu'il a faites qui étaient mauvaises, selon sa propre estimation, et qui ont augmenté la probabilité qu'il arrive ici, vous voyez? Et que se passerait-il si j'essayais de les régler tous maintenant, dans le présent? C'est ce qu'il s'est dit. Et c'est pourquoi il a écrit l'archipel du Goulag. Et l'une des conséquences de cela, comme je l'ai dit, a été d'accélérer la dissolution de l'Empire soviétique. C'est pas mal. Comme tu fais une vraie confession en fait. Vous vous repentez vraiment, vous faites votre pénitence, c'est-à-dire écrire ce livre, et vous changez complètement le paysage géopolitique du monde. Et cela vaut la peine d'y réfléchir, car Solzhenitsyn n'est pas le seul à avoir fait ça. Mandela a fait quelque chose d'assez similaire. Ce n'est pas impossible. Et donc l'idée que ce que vous devriez faire si vous avez du ressentiment envers la nature ou si vous souffrez trop dans votre vie, disons, c'est de redresser cette foutue chose. Sérieusement, essayez-le pendant un an, même pendant une semaine. Essayez-le. Essayez de ne pas faire les choses que vous savez que vous ne devriez pas faire. Essayez de ne pas dire les choses que vous savez être fausses et observez ce qui se passe. Autant tenter le coup, non? Parce que vous vous dites, je suis prêt pour un an, je vais faire les choses correctement, puis je vais prendre du recul et regarder comment les choses se sont passées. Et peut-être que je reconsidérerai la question à la fin de cette année. Essayez-le. Essayez-le. J'ai reçu des milliers de lettres de gens qui disent « Hey, j'ai essayé ça, tu sais, ça a marché. » Ah ouais? Vous savez, il y a ce film où une femme vient voir un psychiatre et lui dit « Vous savez, je traverse une période difficile, je souffre beaucoup. Ma vie ne va pas bien. » Puis elle dit « J'espère qu'il y a quelque chose qui cloche chez moi. » Et le psychiatre dit « Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?» Elle dit « Voilà comment je vois les choses. Soit il y a quelque chose qui ne va pas dans le monde, et je suis juste dedans, et c'est comme ça. Et puis genre, qu'est-ce que je peux y faire? Rien. Parce que c'est le monde entier, c'est comme ça. Ou peut-être que j'ai de la chance et qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, et qui cause toute cette souffrance inutile. Et si je pouvais, je pourrais apprendre et régler tout ça.
J'ai réfléchi à ça pendant très longtemps et je pense, si votre vie ne va pas comme elle le devrait, vous savez, vous pouvez trouver quelqu'un à blâmer. Ce qui est assez pratique pour vous, et aussi relativement facile. Ou tu peux te dire, ok, je n'aime pas ma vie, je n'aime pas la façon dont ma vie se déroule. Peut-être que je n'aime pas la vie en général, parce qu'elle est tragique et entachée de mal. Comment puis-je savoir si mon jugement est exact? Et la question est de savoir si j'ai vraiment fait tout ce que j'ai pu pour remettre ma vie en ordre. Car je ne devrais peut-être pas juger de sa qualité, de la qualité de la vie elle-même, ou de l'être lui-même, si je n'ai pas fait tout ce que j'ai pu pour remettre ma vie en ordre. Aussi, il y a une tâche à accomplir. L'élément d'humilité est qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre pourquoi il y a des injonctions religieuses soutenant l'humilité, pour même comprendre ce que le mot signifie vraiment. Et dans un sens technique, cela signifie quelque chose comme ceci. Cela signifie que ce que vous ne savez pas est plus important que ce que vous savez. Alors, ce que tu ne connais pas peut commencer à devenir ton ami. Vous voyez, les gens sont très durs. Ils sont très sur la défensive à propos de ce qu'ils savent. Mais le problème, c'est que vous n'en savez pas assez. Et vous ne le savez pas, parce que votre vie n'est pas ce qu'elle pourrait être. Et la vie des gens qui vous entourent ne l'est pas non plus. Tu n'en sais tout simplement pas assez. Et donc cela signifie que chaque fois que vous rencontrez des preuves de votre ignorance, quelqu'un vous le fait remarquer. Tu devrais être content de ça, parce que tu te dis « Oh, tu viens de me dire que j'ai tort, c'est super. Peut-être que j'ai dû passer au crible un tas d'absurdités pour arriver au vrai message que tu me dis. Mais si vous pouviez me dire en quoi j'ai tort et me donner un indice pour ne plus me tromper comme ça, alors je n'aurais plus à me tromper comme ça. Et ça serait une bonne chose. Et vous pouvez vous lancer dans cette aventure en écoutant les gens. Et si vous écoutez les gens, ils vous diront des choses étonnantes. Et beaucoup de ces choses sont de petits outils que vous pouvez mettre dans votre boîte à outils. Et ensuite, vous pouvez aller dans le monde et utiliser ces outils. Et donc l'élément d'humilité est « voulez-vous avoir raison ou voulez-vous apprendre ?» Et c'est plus profond que ça. Voulez-vous être le roi tyrannique, qui a déjà tout compris, ou voulez-vous être le héros ou le fou, qui se transforme continuellement, qui s'améliore tout le temps? Et c'est en fait un choix, tu sais, c'est un choix profond. Et il vaut mieux être le fou qui se transforme et qui est assez humble pour devenir ami avec ce qu'il ou elle ne connaît pas, pour écouter quand les gens parlent. Et l'écoute est un exercice de transformation. Si vous écoutiez les gens dans votre vie, par exemple, si vous les écoutez vraiment, ils vous diront ce qui ne va pas chez eux, et comment y remédier, et ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent même pas s'en empêcher si vous commencez à les écouter, parce que les gens sont tellement choqués si vous les écoutez qu'ils vous disent aussi des choses qu'ils n'avaient peut-être pas l'intention de dire, des choses qu'ils ne connaissent même pas. Et ensuite, tu peux travailler avec ça. Et l'autre chose qui est si intéressante, vous savez, de temps en temps, vous avez une conversation significative avec quelqu'un, non? Vous avez une bonne conversation avec quelqu'un. Vous vous éloignez, vous pensez, bon sang, nous avons vraiment été en contact, et j'en sais maintenant bien plus. Et pendant la conversation, vous êtes vraiment absorbé par cette personne. Et ce sentiment d'être absorbé est un sentiment de sens. Et le sentiment de sens est engendré parce que vous avez une conversation transformatrice. C'est votre cerveau qui produit ce sentiment de signification pour vous, et qui dit « Ah oui, c'est exactement là où je devrais être, maintenant. Et maintenant, c'est le bon endroit, et le bon moment pour toi. » Et donc, une bonne conversation où les gens écoutent a exactement cette nature. Et la raison pour laquelle elle a cette nature est qu'elle est en fait transformatrice. Comme si vous étiez un psychologue clinique. Une grande partie de ce que vous faites est d'écouter les gens. Vous savez, ils arrivent et ils sont malheureux. Vous dites « Pourquoi pensez-vous être malheureux ?» Et la plupart du temps, ils ne le savent pas. Ils ont quelques idées. Et il se peut qu'ils aient à divaguer pendant 1 an avant de comprendre pourquoi ils sont malheureux. Ils se débarrassent d'un tas de raisons pour lesquelles ils pensaient être malheureux et qui sont fausses. Et puis vous arrivez au cœur du problème, et vous pouvez leur demander, si vous pouviez avoir ce que vous voulez pour que votre vie soit si parfaite, à quoi cela ressemblerait-il? Et ils doivent radoter sur ce sujet, parce qu'ils ne le savent pas vraiment. Mais l'écoute va les redresser, parce que les gens pensent en parlant, et pour penser, il faut avoir quelqu'un qui écoute. Parce que c'est très difficile de penser, presque personne ne peut penser tout seul. Et même les personnes qui peuvent penser ne peuvent penser qu'à un nombre limité de choses. Mais presque tout le monde peut parler, et vous pouvez vous écouter parler. Et si vous écoutez quelqu'un, alors vous pouvez observer la personne pendant qu'elle parle, et voir si elle est ennuyeuse, ou si elle est amusante, si elle est captivante, toutes ces choses.
Et donc, si vous vous disputez avec votre femme, par exemple, ou votre mari, la partie la plus forte va vouloir gagner. C'est stupide, parce que vous ne voulez pas ça. Et vous voulez vous battre. Vous voulez battre votre femme dans une dispute. Oh, bien, super. Tu sais, comme si elle allait disparaître demain. Pas de problème, mais tu vas vivre avec elle, misérable et vaincu pendant une semaine. Ce n'est pas bon. Alors vous écoutez et vous vous dites, ok, voilà ce que tu as dit, et peut-être même que vous rendez vos paroles un peu plus fortes et plus élaborées, de façon à ce que vous obteniez ce foutu argument, n'est-ce pas? Mais vous ne voulez pas gagner, vous voulez régler le problème. Et c'est ça, la vraie victoire.